Le parti s'est construit en novembre, suite au comité de Roosevelt. Nous sommes aujourd'hui plus de 8000. Nous avons une centaine de comités locaux. Vous avez un comité local au Pays Basque, donc qui a construit, un de nous a construit cette petite animation, à filmer tous les gens. Nous réunissons toutes les semaines. Nous vous proposons une réunion d'accueil pour plus discuter des principes chaque semaine aussi, tous les mardis. Et voilà, donc nous avons mis une table à la sortie, vous pouvez adhérer si vous le souhaitez, ou vous pouvez laisser toutes vos coordonnées afin que nous vous envoyons toutes les informations, toutes les rencontres que nous pouvons vous proposer. Voilà. Benoît va nous lire donc le texte. Bonjour. Notre économie mondiale est cassée. La crise à laquelle nous sommes confrontés est systémique, au sens le plus fort, et présente de multiples facettes. L'éruption financière de septembre 2007 aux États-Unis est la plus récente, la plus dévastatrice d'une série de crises convergentes, celle de l'alimentation, de l'eau, de l'énergie et de la durabilité, qui sont étroitement interconnectées par une vision économique dominatrice, mise en œuvre souvent sous la contrainte dans le monde entier au cours des 35 dernières années. La crise actuelle démontre qu'il y a eu échec à de nombreux niveaux. Échec de la théorie et de la philosophie, échec des institutions, échec des politiques et des pratiques, et, moins ouvertement, échec en matière d'éthique et de responsabilité. C'est le système lui-même, son organisation et ses principes, ses mécanismes institutionnels défectueux et distordus, qui est la cause de bon nombre de ces échecs. C'est une habitude que d'appeler l'économie mondiale, que nous avons aujourd'hui, l'économie, et de la présenter comme un phénomène naturel dont les lois supposées doivent être respectées au même titre que celles de la physique. Notre économie mondiale n'est que l'une des nombreuses économies possibles, et nous pouvons, par des choix politiques, déterminer quand, où et dans quelle mesure il convient d'autoriser les prétendues lois du comportement économique à jouer. Il est essentiel aujourd'hui de comprendre que les problèmes économiques et écologiques sont étroitement liés. L'un des aspects les plus décevants de la réaction à la crise actuelle a été l'absence quasi totale de responsabilité politique. Les principes démocratiques sont clairs. Ceux qu'une politique touche gravement doivent avoir leur mot à dire dans sa formulation. Et les responsables d'échecs et de préjudices massifs doivent rendre des comptes. Notre système actuel de gouvernance économique mondiale ne satisfait à aucun de ces deux tests fondamentaux du gouvernement démocratique. Un autre monde est possible. Ces propos ne sont pas ceux d'un célèbre utopiste. Ils figurent dans l'avant-propos du rapport Stiglitz. Ce rapport a été initié par l'ONU à la suite de la crise américaine de 2007. La commission Stiglitz a été chargée de rédiger un rapport indépendant sur la crise et les mesures souhaitables. Sous la présidence de Joseph Stiglitz, prix Nobel d'économie, elle a réuni quelques-uns des économistes les plus émérites du monde. Ça nous tenait à cœur de vous lire ce texte pour introduire la matinée parce que voilà, on pense qu'il reflète bien, il illustre bien, il introduit bien les idées de Nouvelle Donne où on pense que la crise n'est pas une fatalité, qu'il y a des choses qui sont possibles et qu'il n'y a pas une économie qu'on devrait subir, mais que c'est bien à nous de décider où est-ce qu'on place celle-ci, est-ce que c'est un moyen ou est-ce que c'est une fin. Nous, à Nouvelle Donne, cela montre qu'il est urgent d'agir et que pour cela, il faut juste, on y reviendra, mais il faut surtout du courage politique pour faire les vraies réformes et remettre un peu l'intérêt général et le citoyen au cœur de la politique. On considère que la politique, c'est l'affaire de tous, c'est pas réservé à certaines personnes qui seraient des experts, et qu'on est tous là aussi pour faire le monde qu'on veut créer. Chaque citoyen, on est responsable à un moment de reprendre la main. Il faut savoir qu'à Nouvelle Donne, il y a 50% des citoyens qui sont adhérents qui n'avaient jamais auparavant adhéré à un parti politique. Ça prouve bien que Nouvelle Donne répond à un besoin concret, un besoin de citoyens, à un moment de se responsabiliser, de s'engager et d'essayer de trouver des solutions concrètes. Je crois qu'aujourd'hui on n'a plus le choix, ça arrive à un moment crucial et que c'est important qu'on arrive tous à se mobiliser pour arrêter qu'il y ait des gens qui décident, une oligarchie qui décide. Avant de vouloir changer la France, on a essayé de se changer par nous-mêmes déjà. Parce qu'on
entend dire par-ci par-là, vous êtes gentils les petits utopistes, vous avez des super idées, mais bon, si ça marchait, on l'aurait déjà fait depuis 20 ans. Et puis en plus, votre logo est rose, enfin bon, je vous en passe, c'est les meilleurs. Et en plus, vous faites un truc complètement fou, c'est que vous tirez au sort. Alors ça, mettre des gens qui n'ont jamais fait de politique, j'en ai jamais fait, c'est complètement dingue. Alors à Nouvelle Donne, on a instauré un nouveau principe démocratique, on a essayé de se changer nous-mêmes, on l'a fait. La constitution des listes, on a fait complètement autrement. On a fait un truc fou, c'est qu'on a considéré que les adhérents étaient peut-être le plus à même de construire les listes. Donc on a fait confiance aux adhérents par un tirage au sort parmi ces adhérents pour constituer des listes paritaires de 20 personnes pour l'Eurorégion Sud-Ouest qui ont fait passer une quinzaine de minutes d'entretien avec tous les candidats. On était une trentaine sur le Sud-Ouest avec des eurodéputés sortants, etc. Donc tout le monde est passé devant cette commission. Et j'ai eu la lourde responsabilité de représenter Nouvelle Donne dans le Sud-Ouest, donc dans votre région. C'est une lourde responsabilité parce que quand on est désigné de cette manière-là, de cette façon très démocratique de le faire, on n'a pas le poids des petits arrangements, on a le poids des solutions qu'on doit porter. Et aujourd'hui, Nouvelle Donne, puisqu'on est là pour le projet européen, on propose un projet démocratique pour cette Europe. Le citoyen doit reprendre la main pour cette Europe, qui aujourd'hui fonctionne dans un système qui ne respecte pas les citoyens. Donc on dit une première chose, pas de traité sans référendum. On ne peut pas passer des traités sans qu'en même temps, tous les pays européens soient consultés dans le même temps pour dire leur avis. Alors l'autre jour j'étais en débat, Jean-Yves Lézis, qui est numéro 3 de la liste UDI, mais vous êtes fous, un référendum, on voit bien ce que ça donne. Oui, on voit bien ce que ça donne quand on n'explique pas exactement aux gens ce pourquoi ils votent, ce pourquoi ils vont devoir s'exprimer. Donc pas de traité sans référendum. On aura peut-être l'occasion de reparler du TAFTA après. C'est un traité qui est en train de se faire dans le dos des peuples entre les États-Unis et l'Europe, un traité de commerce qui va avoir des conséquences incroyables sur notre vie quotidienne, et on en reparlera, Marianne vous en reparlera après. Donc pas de traité sans référendum. On propose aussi également de mettre en place des projets de loi d'initiative citoyenne, c'est-à-dire que des citoyens qui ont envie de faire bouger les choses, à partir d'1 million de signatures, soumettre un projet de loi au Parlement. Le seul souci, c'est que le Parlement aujourd'hui, à l'Union européenne, n'a pas l'initiative des lois. Malgré tout ce qu'on a entendu dire après les élections municipales, non, ce sont les conseils du chef d'État et de gouvernement qui décident des lois, qui imposent les directives et qui peuvent passer outre le Parlement, qui est censé être la plus pure représentation de vous, citoyens. Donc un Parlement plus fort, un Parlement qui est à l'initiative des lois, et pour que ce Parlement soit plus fort, à 28, ça ne fonctionne pas. Il faut qu'on reparte à l'intérieur de cette Europe avec une zone d'action. On a pu le faire pour l'euro, on a 18 pays qui sont partis sur l'euro, d'autres ne sont pas dans cette zone euro, mais ça avance quand même. Donc on propose qu'il y ait une Europe beaucoup plus forte, à quelques pays qui se rejoignent autour de l'euro, autour d'une taxe sur les transactions financières, autour d'un traité de convergence sociale, pour remettre cette Europe dans le bon sens, remettre cette Europe au service des peuples et non au service de la finance et des lobbies. À 28, c'est pas possible. À quelques pays, on pourra relancer la machine pour pouvoir avancer. Ce n'est pas laisser les autres de côté, on a parlé des salaires anti-dumping tout à l'heure, c'est plutôt aider tous ces pays à nous rejoindre vers un traité de convergence sociale et à améliorer cette Europe. Donc une Europe démocratique qui vous représente entièrement, et on le montrera dans l'exercice du pouvoir par la suite. Vous serez entièrement impliqués. Il faut savoir qu'à Nouvelle Donne, on nous pose toujours la question, mais avec qui vous allez aller? Avec les gauchistes, avec les gens du PS? On ne sait pas. On a 6 semaines après le 25 mai pour négocier avec les divers partis européens. Et pendant ces 6 semaines, toutes ces tractations vont être entièrement transparentes pour les adhérents. Donc je vous invite à vraiment nous rejoindre, vous verrez tout ce qui se passera. Et pendant 6 semaines, nous allons tracter avec d'autres partis européens. Il faut savoir que les projections sur le Parlement européen aujourd'hui ne dégagent aucune majorité, donc le principe des alliances est quasi obligatoire si vous voulez faire avancer la machine. Et ces alliances seront tranchées le 10 juillet par un vote des adhérents. Ce sont les adhérents qui vont décider où Nouvelle Donne siégera avec l'intégralité des négociations qui auront eu lieu auparavant. Donc on implique et on le montre par nous-mêmes déjà qu'on change, on met une nouvelle donne démocratique au sein de ce parti et au sein de cette approche du politique et de la politique. Il faut savoir aujourd'hui qu'Isabelle Attard, notre députée, pourrait faire comme tous les autres députés, avec sa réserve parlementaire, c'est 130 000 €, je crois,
130 000 euros qui sont distribués en copinage. Tiens, je vais te donner 10 000 pour ton projet de construction. Tiens, toi, tu prendras 20 000. Eh bien non, Isabelle Attard, qui est à Nouvelle Donne, fait complètement autrement. Elle tire au sort 9 citoyens, un truc complètement fou, des mecs qui ne savent pas gérer l'argent, ça se trouve. Et ces 9 citoyens décident à qui iront cette partie d'argent, dans quel projet ça ira. Et ça fonctionne très très bien. Il n'y a pas d'intérêt, on est dans l'intérêt général et on fait fonctionner l'intelligence collective. À Nouvelle Donne, ce principe de faire fonctionner l'intelligence collective est un principe primordial. C'est comme ça que nous avançons. À plusieurs, nous avancerons. Et à plusieurs, nous pourrons reprendre la main tous ensemble sur cette Europe des lobbies et de la finance. Je vous laisse le temps de poser vos questions, si vous avez pu ingurgiter le travail de Pierre. Si vous avez d'autres questions sur la démocratie, sur comment nous allons envisager notre travail, on va se mettre à la table et on sera très ravis de pouvoir vous répondre et d'engager une discussion avec vous. Merci. Bonjour à tous, Frédéric. Si survit quelques historiens d'ici quelques siècles, ce qui n'est pas certain, ils stigmatiseront tous le XXe siècle et peut-être le XXIe comme un siècle de prédation, quasiment de délire. Alors, vous nous proposez, face à la crise, toute une série de solutions techniques qui semblent tout à fait intéressantes, vraisemblablement pragmatiques et utiles. J'ai l'impression qu'il manque peut-être une vision à plus long terme. La Nouvelle Donne est un mouvement jeune, sur un véritable changement de société, c'est-à-dire faire des économies d'énergie ne suffira vraisemblablement pas si l'on ne va faire une nouvelle société avec un nouveau partage des ressources, du pouvoir, en particulier au plan écologique. Il faudra sûrement qu'on aille vers un nouveau mode de consommation et vers, disons, une réduction vers une sobriété nouvelle. Alors je ne parle pas du problème sociétal où il faudra calmer les prédateurs, mais j'aimerais savoir, surtout au plan écologique, où est-ce qu'en est la réflexion de Nouvelle Donne sur cette nouvelle société, plus de coopération, moins de prédation et plus de sobriété. Moi, je suis Michel, alors j'étais très intéressée par vos interventions respectives. J'ai des interrogations. J'ai des interrogations à la fois sur la partie économique de Pierre et aussi sur le grand enthousiasme de Joseph que j'approuve. Alors, ce qui me semble difficile lorsque vous êtes en train de définir, je partage complètement vos avis, mais c'est actuellement quels sont les modes de prise de décision de l'Europe. C'est une confusion et c'est une complexité énorme. D'ailleurs, Nouvelle Donne pourrait participer peut-être à la formation des citoyens ou de ses adhérents, justement au fonctionnement de l'Europe, parce que quand on regarde ça, il n'y a pas de programme de formation nulle part. Et quand vous parlez, par exemple, de passer de 28 à plus 28 pour la fiscalité, quand vous parlez d'établir donc un tronc commun fiscal, comment vous faites pour faire adhérer l'ensemble, où se prennent les décisions exactement en Europe, et quels seront les blocages que vous allez rencontrer, et où allez-vous les rencontrer, par qui? Après, j'ai une autre question aussi, je voudrais savoir en Europe, qui pense comme vous? Globalement, si on fait un peu un tour, quelles sont maintenant les perspectives d'avoir effectivement, pour nous citoyens, des candidats aux élections européennes qui nous représentent réellement dans les différents pays, sans qu'on tombe dans cet affreux populisme. Et enfin, j'aime beaucoup ce que vous disiez, Joseph, au niveau de l'aspect démocratique de la prise de décision. Effectivement, moi, ce que j'ai compris de l'Europe, c'est que quand on élit des députés européens, ensuite, tout va dépendre de l'adhésion à un autre parti pour des prises de décision. Et là, il est intéressant effectivement que vous fassiez participer l'ensemble des adhérents pour qu'on sache globalement quelles sont vos négociations et avec qui vous allez traiter. Je ne voudrais surtout pas voir des choses comme, je m'excuse, je vais la citer, Michel Alliot-Marie, député européen représentant 3 interrégions. Voilà. Je vais répondre sur l'écologie. C'est vrai qu'on propose 1000 milliards sur la table, une proposition innovante. Alors il faut rappeler qu'à Nouvelle Donne, on a 5 mois d'existence. C'est vrai, on est un parti un peu fou, avec 5 mois d'existence, on fait des choses folles. Et on a besoin de réfléchir tous ensemble sur ces 1000 milliards. Poser ce principe des 1000 milliards, c'est déjà poser sur la table une première solution de financement. Maintenant, comment on va servir ce financement? À Nouvelle Donne, on n'a pas tout construit. On a réfléchi ensemble sur une grosse partie du programme. On réfléchira encore ensemble à la suite, après le 25 mai, sur ces questions environnementales, parce qu'il n'y a pas de position tranchée. Ce que dit Edgar Morin, c'est que tout est complexe. Et la transition énergétique est complexe. Il n'y a pas qu'une solution, il n'y a pas que l'arrêt des centrales qui peut être la solution pour enfin arriver à préserver l'environnement. Donc nous devons réfléchir tous ensemble à quel modèle de société environnementale nous voulons faire.
Et ça, c'est primordial. Et cette parole, vous l'avez à Nouvelle Donne, si vous nous rejoignez, des commissions vont être mises en place par la suite pour définir ce que nous allons faire avec ces 1% de PIB tous les ans. Et c'est un plan pluriannuel que nous allons devoir mettre ensemble en pratique. Ça ne se fera. Ça ne pourra se faire que si nous avons un consentement sur ces décisions. Parce que ce sont des décisions qui vont révolutionner nos pratiques courantes, ce que nous faisons tous les jours. Quand nous prenons la voiture pour venir à Loga, pour venir écouter des types complètement fous, ce sont des décisions qui vont changer ces pratiques-là. Donc, il faut que nous ayons consensus sur ces décisions pour pouvoir les mettre en pratique par la suite. J'ai auparavant eu un engagement économique. On a monté un commerce sur la puriculture alternative et on proposait des couches lavables plus que des couches jetables. Voilà. Alors on nous a dit, mais vous êtes complètement fous, on va pas revenir 30 ans en arrière, on a connu les langes, ça suffit quoi. Non, il y a des choses qui ont changé, mais il suffit de changer les pratiques. On voit bien que s'il n'y a pas une impulsion du politique avec une décision consensuelle, nous n'arriverons pas à mettre en place un autre modèle de société. Il faut que vous soyez partie prenante de ces décisions. Dominique, alors je ne me suis pas présenté tout à l'heure, je vais vous dire juste 2 mots pour me présenter. J'ai 63 ans, j'ai jamais fait de politique, j'ai commencé il y a 2 mois, 1 mois et demi même. J'ai tenté ma chance à la commission électorale et j'ai eu la chance d'être choisi, mais ça change pas mal la vie. Et moi j'ai eu en revanche la chance de vivre les 30 années bien tranquilles, entre 70 et 40 ans, même entre 70 et 2010. Et je voudrais que pour les suivants, ça soit au moins aussi rigolo que ce que j'ai pu vivre moi jusqu'à maintenant. Sur la partie éducation du citoyen, je pense qu'il faut que vous reportiez à la charte de Nouvelle Donne, où c'est prévu très explicitement, et les élus, enfin les candidats aux élections, ont signé un contrat d'élu où on a un engagement sur l'éducation, enfin l'information et l'accompagnement des membres du parti dans la compréhension de tout ce qui est engagé comme démarche, tout ce qu'on rencontre, et comment associer systématiquement d'abord les membres de Nouvelle Donne, mais aussi comment engager ce qu'évoquait Vincent, la mise en mouvement des citoyens. On a évoqué un moment cette notion de non-professionnalisation du métier, du métier de politicien. Justement, ne pas en faire un métier, mais en faire une mission à un moment donné. Et on se disait qu'il faudrait un statut de l'élu pour que l'élu revienne à une vie plus courante, peut-être. Et puis on s'est dit, c'est pas un statut de l'élu qu'il faut, c'est un statut du citoyen, qui permet aux citoyens de participer à la vie politique tout au long de sa vie et, à un moment ou à un autre, de prendre en charge une charge politique, puis de reprendre tout simplement sa vie de citoyen. Et ça, pour un certain nombre de métiers, et en particulier, c'est facile parce que c'est prévu dans le statut, je pense au statut de la fonction publique notamment, mais il y a d'autres métiers où c'est quasiment impossible. Un artisan, comment il va s'arrêter pendant 5 ans, laisser sa clientèle? Il faut en parler avec les artisans et voir avec eux comment on peut travailler sur le statut de citoyen artisan qui lui permettra à un moment ou à un autre de participer concrètement à la vie politique. Et je crois que ça fait partie de nos engagements. Je vais continuer là-dessus, c'est que comme il n'y a pas de statut aujourd'hui, j'ai pas la chance d'être à la retraite et du coup j'ai pris 6 semaines. Alors je fais un appel aux dons comme Bruno Gassio pour des jours de congé en plus. Si vous voulez m'aider à prendre un peu de repos par la suite, je fais toujours un appel aux dons à chaque intervention parce que j'en ai plus de congés payés pour faire la campagne. Donc n'hésitez pas, il y a une caisse à la sortie, dont de congés payés, on les prend bien volontiers. Alors rapidement, je pense qu'on est d'accord avec Frédéric pour dire qu'on vit une époque de prédation et une époque de délire. Effectivement, ça n'est pas rationnel quand chaque année l'ONU, le PNUD disent qu'on consomme 2 planètes. C'est juste incroyable quand il y a 500 000 Allemands qui sont les pieds dans l'eau, quand les Basques sont les pieds dans l'eau, quand il y a 20 morts à cause des tornades. Mais on continue. On fait un sommet des chefs d'État qui disent que la maison brûle, la maison brûle. Ok, on va tous reprendre l'avion, puis on va retourner à notre petit mode de consommation et en disant qu'il faut relancer la croissance et faire encore plus de voitures. Donc il y a un aveuglement de nos dirigeants qui est troublant. Mais c'est vrai sur les questions économiques, c'est vrai sur les questions sociales, c'est vrai sur les questions d'éducation. On a 12% d'échecs scolaires en France, ben voilà, on a 12% d'échecs scolaires. Alors qu'il y a plein d'associations, il y a plein d'instituteurs qui font des trucs géniaux, on sait très bien, il y a des pays à 2 heures de train d'ici où il y a 4 fois moins d'échecs scolaires.
Il n'y a pas un accord du G20 pour lutter contre l'échec scolaire. Mais donc, il y a un je m'en foutisme. Vraiment, je déteste toutes les formes de racisme, et le racisme anti-énarque ou anti-politicien est un racisme. Mais c'est quand même troublant de voir qu'à l'Élysée, plus personne, à part François Hollande, ne croit à sa politique économique, et on s'en fout. Avant-hier, j'étais en débat avec un candidat, un député socialiste sur TF1 et LCI, ça va passer ce soir et demain. Pendant 30 minutes devant les caméras, il a argumenté pour expliquer que ce pacte de confiance allait donner des bons résultats. Et même le journaliste de TF1 et de LCI qui était là, qui avait lu le bouquin que je viens de sortir, lui disait « Mais attendez, quand même, vous dites qu'au Canada ça marche, mais la route du roux montre que non, ça n'est pas du tout transposable. » Et le gars, le socialiste, pendant 30 minutes argumenté, et dès que les caméras ont été arrêtées, dès que la lumière a diminué, il a éclaté de rire en disant « Pierre, je sais. » Et il a éclaté de rire en disant « Je sais bien que le Canada, ça n'est pas du tout transposable. » J'étais écœuré. Et les deux journalistes qui étaient présents étaient écœurés aussi d'un tel cynisme. Pendant 30 minutes, face aux caméras, il expliquait que si ça allait marcher, et il éclate de rire. C'est pas comme s'il avait été mal informé, qu'il fallait qu'il prenne 2 heures pour voir les chiffres sur le Canada. Il savait parfaitement. C'est ça qui est scandaleux. Ils savent parfaitement qu'on va dans le mur. Mais juste parce qu'on lui a promis tel poste, s'il soutenait, parce qu'il espère être au prochain remaniement. Donc c'est juste scandaleux. L'autre fois, avec Bruno, on était devant 15 députés socialistes, il y a un an, au titre du collectif Roosevelt. J'étais en costume cravate, pendant 1 heure, je leur ai fait la version longue de ce que je vous ai fait. Donc, vous avez évité la version longue, je ne vous ai pas parlé, donc rassurez-vous. Et la version catastrophique, avec la bulle immobilière qui explose en Chine. Si vous avez aimé la bulle immobilière en Espagne, vous allez adorer la bulle immobilière qui pète en Chine. Elle est plus grosse et les conséquences sociales et militaires beaucoup plus graves. Donc là, je vous ai fait la version soft, parce qu'on est à Bayonne et que c'est le printemps qui arrive. Mais donc pendant 1h30, devant tous les députés, on expliquait qu'au bout d'1h30, je voyais qu'ils étaient tous convaincus. Et ils me demandaient, Pierre, tu peux venir dans notre circonscription, tu peux me dédicacer ton bouquin. Bon. Et je leur ai dit, vous savez, pendant 1h30, là, j'ai joué techno, mais en fait, même moi qui suis un bon bourgeois, bac plus 8, j'ai envie de donner des coups de bâton. C'est pas un problème de pourcentage du PIB, de financement du fonds de réserve, c'est juste, j'ai 2 fistons, un de 10 ans et un de 14 ans. Quand je rentre à la maison le soir, je les trouve magnifiques, ils sentent bon, ils me racontent le football, ils me racontent comment ils ont... voilà. Et par votre inertie, vous préparez à mes enfants une vie de merde. Par votre inertie, vous ne faites rien sur les questions sociales, rien sur le climat, rien pour changer l'Europe. Je ne vous juge pas, je ne vous juge pas individuellement, mais vous êtes député, vous êtes élu de la nation, et par votre inertie, vous préparez une vie de merde à mes 2 enfants et à leurs copains et à leurs cousins. Et donc j'ai envie de donner des coups de bâton. Et Bruno Gassio a dit que lui aussi était père de famille, et que lui aussi avait envie de donner des coups de bâton. Donc ça a cassé l'ambiance, ils se sont demandé qu'est-ce qu'ils pouvaient faire. Une des députées qui était là disait bon, on se casse les pieds tous les mardis en réunion de groupe, donc on peut peut-être demander à Bruno Leroux que le collectif Roosevelt soit auditionné pendant 2 heures. Donc les 15 ont dit que c'était une bonne idée, qu'effectivement ils se cassaient les pieds, il y en a même qui employé des mots plus vulgaires en réunion de groupe socialiste tous les mardis, que donc on pouvait donner pendant 2 heures la parole à notre collectif. Et Bruno Leroux a répondu que ça n'était pas dans ses habitudes d'auditionner des gens extérieurs. Comme si c'était dans nos habitudes d'avoir tous les mois 10 000 chômeurs de plus et 50 000 personnes qui tombent dans la pauvreté. Donc oui, il y a des coups de bâton qui se perdent. Oui, on comprend qu'il y a des gens qui ont envie de voter pour le FN pour dire merde. Mais il faut qu'on leur dise, on comprend votre colère, on comprend votre envie de dire merde au système, mais voter pour le FN ne réglera aucun problème. La haine des autres n'a jamais créé un seul emploi. La recherche de bouc émissaire n'aide pas pour finir les fins de mois et pour payer son loyer. Donc vous avez des raisons d'être en colère, mais ce que disait Vincent, prenez un moment pour réfléchir. Quand on va au football ou au rugby, on prend 2 heures avec les copains, soit qu'on soit dans le stade, soit encore on fait une soirée football à la maison, on prend des pizzas et on invite les copains pour gueuler devant le match. Est-ce qu'on n'est pas capable? Est-ce que notre avenir, l'avenir de notre société, c'est pas aussi important qu'un match de foot? Donc si on est capable de prendre 2 heures pour le match de foot, on le fait tous aujourd'hui, on prend 3 heures, mais il faut effectivement dans les 2 semaines qui viennent qu'on en parle avec un maximum de gens, qu'on dise c'est votre avenir. La politique, c'est pas le problème de Bruno Leroux, de Jean-François Copé et de Manuel Valls. Je pense que l'histoire ne retiendra pas, les livres d'histoire ne retiendront pas les noms de Manuel Valls et de Jean-François Copé, on s'en fout. La politique, c'est notre vie quotidienne, c'est l'avenir de nos enfants, savoir dans 20 ans, est-ce qu'on vit dans une société d'explosion et de violence, est-ce qu'on vit dans une société d'équilibre et de convivialité. Et donc je pense que l'histoire retiendra, est-ce que nos pays se sont effondrés? Est-ce qu'on va vers un effondrement? Est-ce que tout le débat tourne autour du Front National? Est-ce que dans 3 ans, ce débat, c'est combien de charters on a organisé chaque semaine pour, voilà, ou est-ce qu'on est capable, ou l'histoire va retenir que, de même que les citoyens se sont réveillés pour faire tomber le mur de Berlin, les citoyens se réveillent en France pour changer. C'est ça que l'histoire retiendra. Donc l'histoire ne retiendra pas Jean-François Copé et Manuel Valls, mais elle retiendra est-ce qu'on est capable d'un sursaut. Donc je pense que ce qu'on vit en ce moment, le pays est mûr, il y a une colère qui monte, mais il y a aussi une envie de prendre les choses en main. Comment on peut avancer? On peut avancer à quelques pays. Donc d'un côté, il y a ceux qui vous disent en fait on se résigne, voilà, l'Europe c'est comme ça, pendant la période électorale on dit qu'on va la changer puis on fait rien. Et puis il y a ceux qui vous disent on fait tout péter.
Et nous, on pense que faire tout péter n'est pas la solution, mais que continuer à 28 n'est pas non plus la solution. Ce qu'a dit Joseph tout à l'heure, sans doute on allait trop vite vers l'élargissement sans avoir complété et fortifié le projet et la volonté qu'on a. Donc ce qu'on dit, nous, c'est qu'il faut faire une avant-garde. C'est pas du tout qu'on exclut quiconque, mais c'est que avec les pays qui le veulent, et pas les 6 fondateurs, voilà, tout le monde a le droit, mais il y a une avant-garde avec une vraie base démocratique. On arrête l'unanimité. L'unanimité, actuellement, ce qu'a dit Joseph, c'est fondamental, c'est les grandes décisions sont prises à l'unanimité des 28 chefs d'État. Donc vous imaginez le bazar, il y en a qui sont à droite, il y en a qui sont à gauche, il y en a qui ne sont pas là parce qu'ils sont en période électorale, il y en a qui ont fait une alliance avec l'extrême droite, donc voilà. Donc s'il n'y a aucun groupe humain, ni une entreprise, ni une association, ni une chorale, ni un club de basket qui fonctionne à l'unanimité. S'il fallait qu'on se mette d'accord à l'unanimité dans les 300 dans la salle, si on devait se mettre d'accord à l'unanimité pour savoir quelle heure on finit, on est encore là à minuit à se taper sur la figure. Donc il n'y a aucun groupe qui fonctionne à l'unanimité. L'unanimité, ça tue la démocratie. Donc nous, ce qu'on veut, c'est que quelques pays, 8 ou 9 ou 10, disent on met en place un système vraiment démocratique. C'est le vote des citoyens tous les 5 ans qui dit qui a la majorité au Parlement. Et c'est cette équipe-là, comme dans un conseil municipal, comme dans un conseil régional, comme au niveau du pays, on élève des compétences. L'Europe ne doit pas s'occuper de tout. La taille des fromages des Pyrénées, ça fait des siècles qu'on fait des fromages sans avoir besoin des normes européennes. Donc l'Europe n'a pas besoin de s'occuper de tout. Par contre, là où on a besoin d'être ensemble pour retrouver une efficacité, sur la recherche, sur la diplomatie, sur la défense, pour changer le commerce mondial, là, on se met avec quelques pays pour retrouver, c'est pas un abandon de souveraineté, c'est pour retrouver notre souveraineté. Des pays qui sont d'accord pour le traité social, des pays qui sont d'accord pour se mettre 1000 milliards pour sauver le climat, des pays qui sont d'accord pour sortir de l'austérité et se dire qu'on fait une taxe Tobin, oui, ça fait 4 conditions, et tous les pays qui le veulent, on ne fait pas la liste a priori, peuvent être dans l'avant-garde. Et s'il y en a qui veulent nous rejoindre après, tant mieux. L'Angleterre n'était pas dans les premiers, l'Angleterre n'est pas dans la zone euro, ça ne nous empêche pas d'avancer. Donc il ne faut pas qu'on ait peur, ce n'est pas du tout d'exclure des pays, c'est dire on fait une avant-garde et on se donne 1 an pour le faire. Et donc c'est possible, puisque pour la taxe Tobin, il y a 10 pays qui l'ont mis en place. Donc même sans faire péter les traités, soit du point de vue juridique, on dit qu'on repart de zéro, la France a le droit de faire des traités avec les pays qu'elle veut, soit on dit qu'on reste dans les traités européens tels qu'ils existent, et qu'on fait techniquement une coopération renforcée, on a vu avec la taxe Tobin que c'est possible, les Anglais n'en veulent pas, mais il y a 10 pays qui l'ont mis en place. Comment on fait pour faire sauter les blocages? Eh bien, on sort du huis clos. D'abord, il y a des choses qui bougent. Parce qu'il y a plein de raisons de se flinguer, mais il y a quand même, il faut voir les choses qui bougent. Je pense que si on s'était vus tous il y a 2 ans, aucun de nous n'aurait pensé qu'il y aurait une loi sur le salaire minimum en Allemagne. Mais ça y est, depuis 2 semaines, c'est fait. La loi sur le salaire minimum, elle est passée en Conseil des ministres. Alors on peut dire que ce n'est pas suffisant, on peut dire mais c'était quand même un truc que Schröder, la taxe Tobin et le salaire minimum, Schröder, qui était soi-disant un socialiste, n'en voulait pas il y a 10 ans. Et bien là, ça y est, c'est quand même Merkel et Schäuble qui ont tapé du poing sur la table pour la taxe Tobin. Ils ont voté, même il y a un autre tableau qui est tombé il y a 3 semaines en Allemagne, l'idée de faire de la création monétaire. C'est un des plus grands instituts allemands, le DIW, Deutsche Institut für Wirtschaft, qui a dit on est en train de retomber en récession et en déflation, il faudrait peut-être faire de la création monétaire, non pas pour les banquiers, mais pour des trucs utiles à tout le monde. Et bien personne n'a hurlé. Et quand le DIW écrit ça et que ça l'une de tous les journaux économiques allemands et que Merkel et Schäuble ne gueulent pas, ça veut dire qu'il y a un tabou qui est en train de tomber. Donc c'est pour ça que c'est dramatique, de voir les socialistes français qui baissent leur froc, excusez-moi de la vulgarité, mais de voir qu'ils reprennent les idées du MEDEF d'il y a 30 ans, au moment où la droite allemande comprend qu'il faut un salaire minimum, qu'il faut une taxe Tobin et qu'il faut faire la création monétaire, c'est le moment où François Hollande nous explique qu'il faut faire comme ce que voulait le MEDEF il y a 30 ans. C'est juste, attends, tu lis les journaux? Est-ce que tu te rends compte de l'évolution de la droite allemande et tu te rends compte du côté ringard que tu nous imposes? C'est juste incroyable. Là, les socialistes, je leur souhaite beaucoup de courage aux copains socialistes pour faire campagne pour l'Europe sociale. Mais la dernière fois que François Hollande est allé en Allemagne, il a fait l'éloge des réformes Schröder. Réforme Schröder, c'est quand même moins 7% sur les salaires. C'est pas juste un ralentissement dans la montée. Les réformes Schröder, c'est moins 7% sur l'ensemble des salaires allemands. Donc ils vont faire campagne pour l'Europe sociale, mais le président de la République, depuis 2 ans, à aucun moment il n'a demandé qu'on négocie un traité de convergence sociale. Et quand il était allé en Allemagne, il a fait l'éloge de Schröder. Les socialistes allemands se décomposaient parce qu'il faisait campagne pour le salaire minimum et les Français venaient parler de Schröder. Il était un peu hors sujet, et même les socialistes allemands étaient gênés. Donc encore une fois, on peut faire bouger les choses. La question, je finis là-dessus, comment on sort du huis clos de la négociation? Parce qu'actuellement, je connais des gens qui sont dans les négociations, c'est la moyenne de la nullité. On ne parle pas trop de la taxe Tobin parce qu'on sait que les Anglais vont grogner. Même pour vous dire à quel point on en est, le jour j'étais à Bruxelles pour un débat organisé par le Nouvel Observateur, j'étais en débat avec l'ambassadeur de France, devant 300 personnes, il a dit que tout allait bien. Et après ça, c'est off, non mais c'est pas grave, je ne donnerai pas son nom, on va dire un diplomate, on va pas dire l'ambassadeur de France, on va dire un diplomate. Je ne savais pas qu'elle tournait en permanence. Donc un monsieur ou une dame que j'ai rencontré à Bruxelles disait que c'était dramatique, que Hollande est tellement paumé
qu'il envoie 2 personnes dans les négociations qui viennent de l'Élysée et qui s'engueulent en public. C'est l'Église Costa et Macron qui y vont, qui ne sont pas d'accord entre eux. Alors que même quand il y avait une cohabitation entre Balladur et Mitterrand, la France n'a envoyé qu'une seule personne. C'était de l'eau tiède, mais au moins on n'en envoyé qu'un seul. Tandis que là, on ne sait tellement pas ce qu'on veut dire sur l'Europe. Donc comment voulez-vous obtenir un traité de convergence sociale ou un impôt sur les bénéfices pour lutter contre eux si même l'Élysée, il a une cohabitation dans la tête, il envoie 2 personnes dans les négos. Voilà. Tandis que nous, on se dit qu'il faut mettre des choses claires et qu'on va mettre dans la négociation les salariés allemands qui en ont marre de l'austérité, les infirmières qui à Berlin sont en grève. On ne le dit pas. On met en permanence quasiment dans les hôpitaux en Allemagne, il y a des infirmières et des médecins qui sont en grève parce qu'ils disent on nous a bloqué le budget des hôpitaux, on n'a plus les moyens. Donc on va, si on est, Joseph et moi et d'autres, on est députés dans 3 semaines, on ne va pas passer notre temps à grenouiller à l'Assemblée, au Parlement et à faire le tour des restos à Strasbourg, même si on va de temps en temps quand même au resto, mais on va aller voir les infirmières allemandes qui sont en grève en disant est-ce que vous voulez continuer l'austérité ou est-ce que vous faites campagne avec nous pour un impôt européen sur les bénéfices et qu'on finance la dette à 0% ou 1%. On ira voir les retraités espagnols, les retraités italiens, les retraités français qui en ont marre de l'austérité et on va faire une campagne. Ça ne se fera pas en 3 semaines, mais le but dans 1 an, c'est qu'il y ait un sondage à la une du Süddeutsche Zeitung qui disent 80% des Allemands veulent un impôt européen sur les bénéfices et financer la dette à 0%. Et c'est comme ça qu'on change le rapport de force politique. On ne fait pas l'unanimité à 28, on va redémarrer à 8 ou 9, et on met les salariés, on met les retraités, on met les paysans. Les paysans dans tous nos pays, ils crèvent du fait que leur travail n'est pas reconnu. Les paysans, ils ne demandent pas des subventions, ils demandent que le prix du lait soit correct, que le prix des céréales soit correct, et que le but des paysans n'a jamais été, moi j'ai fait l'agro, mon maître de stage, il n'a jamais demandé une subvention, il veut juste qu'on régule les marchés agricoles pour qu'ils puissent faire son boulot et qu'ils vivent correctement. Donc on va faire la tournée des paysans d'Europe pour dire est-ce que vous voulez une autre politique agricole? On ne va pas rester dans l'hémicycle, même si ce qui se passe dans l'hémicycle est important, et dans ces conditions-là, on peut faire bouger les choses. Et dernier point, on dira au bout d'1 an ou de 2 ans, si on n'a pas obtenu ce qu'on veut, la France arrête de payer sa part du budget, et la France fait la politique de la chaise vide, comme De Gaulle. Donc vous voyez, Thatcher, elle a obtenu pendant 30 ans, l'Europe était un espace de coopération, pendant 30 ans ça a marché, et puis il y a eu le tournant, la révolution néolibérale, I want my money back, I want my money back, elle a cassé les pieds de tout le monde, mais tout le monde savait ce qu'elle voulait, donc il faut dire ce qu'on veut, et puis on se donne 1 an ou 2 ans pour faire une contre-révolution néolibérale, et on pense que les peuples, que 80% des peuples seront avec nous. Mais il faut clarifier le débat et mettre des choses concrètes sur la table. Bonjour, Jean-Pierre qui s'estime un petit peu citoyen responsable. J'aurais quelques questions à vous poser. La première, je ne veux pas que vous alliez dans la longueur du débat, mais vous n'avez pas parlé de l'OMC, de la stratégie que vous pourriez adopter vis-à-vis de l'OMC, notamment par rapport à la libéralisation des services. Deuxième question, comment comptez-vous faire pour lutter contre les lobbies que vous rencontrerez à Strasbourg et à Bruxelles? Et troisième question, je fais partie du CAD, et c'est une critique. Je suis un peu déçu de la réponse que vous avez faite concernant le projet de LGV. Bonjour, Philippe. J'ai pris ma carte à Nouvelle-Donne début décembre. J'avais vu les artistes sur Pierre Leroux et puis sur Nouvelle-Donne. Ça correspondait plus à mon état d'esprit, moi qui suis un ancien militant socialiste. C'est vrai que nos dirigeants actuels m'insupportent. Bon, je connais, j'ai dans ma famille quelqu'un qui est haut fonctionnaire. Quand je l'entends parler, ça me fait peur. Moi, ce qui m'a gêné un peu, c'est que Nouvelle-Donne n'ait pas pu prendre part au municipal. Plus avec les communautés d'agglomération rurale, on est parti pour la gloire. On fout du fric en l'air de tous les côtés, et on nous demande de faire des économies, et moi j'ai mon impôt qui augmente de 30% cette année. C'est pas grave puisque je paye des impôts. Moi, c'est ce que je me dis toujours. Hein. Je suis dans une démarche de solidarité. J'ai des revenus qui me permettent de payer les impôts. Tout le monde n'a pas cette chance. Voilà, merci. Bonjour, je m'appelle Philippe. Vous avez évoqué le Canada tout à l'heure et sa méthode pour faire face à la baisse d'activité. 20% de moins, 20% de travail, mais 87,5% de salaire. Or, dans le secteur aéronautique, je peux vous assurer, ils ont licencié par milliers. Et ce dispositif existe depuis 2008-2009 en France, ma société. Là, mis en place pour nous. Donc nous sommes une semaine par mois, mais nous touchions 87,5% de salaire. Donc c'est pas ce euro que ça s'est fait sous Sarkozy, donc ça existe. Donc voir notre politique déconnectée du monde réel, c'est impressionnant. Ensuite, vous avez parlé du SMIC allemand. Moi, j'ai écouté le patron du patron allemand l'autre soir à la télévision, interrogé par un journaliste français.
Et il lui a dit, le journaliste français, vous allez avoir un SMIC allemand. Il lui a dit oui, à la fin de l'année, 350 000 chômeurs de plus. Donc, vous voyez bien qu'on ne peut pas s'entendre avec l'Europe, puisque l'euro a été fait à la valeur du Deutschmark. C'est pour ça que l'Allemagne ne peut pas le baisser. Pour elle, tout va très bien, malgré son modèle social qui est quand même, on peut le dire, il y a des salariés qui gagnent que 4 € de l'heure. Alors si c'est ça le modèle allemand que nous, politique, que le MEDEF veut, que le Parti Socialiste veut, le modèle allemand, donc on n'est pas prêt à travailler à 4 € de l'heure en France. Donc pour moi, il y a un décalage entre le politique et la population, et les lois, s'ils ne sont pas au courant des lois qui existent, c'est vraiment dommage. Oui, bonjour, Régis, Nouvelle Donne Londres. Donc j'ai une question pour Pierre. Je ne comprends pas pourquoi au niveau de tous les économistes et de tous les politiques, il y a un consensus fait autour du taux d'endettement, par exemple 90% de PIB. Tous les politiques actuelles, je ne suis pas pour... Enfin, j'adhère à Nouvelle Donne, donc je ne suis pas pour la course en avant à l'endettement, je suis pour la maîtrise de la dette publique. Mais tous les politiques se servent de ce chiffre pour prôner l'austérité, on le voit avec le gouvernement actuel. Ce taux d'endettement, le PIB et le budget annuel de la France, on le compare à une dette globale. Moi, mon budget annuel, par exemple, il est de 25 000 €, on va dire, pourtant ma dette globale, elle est de 200 000 €. Mon banquier, il regarde ma capacité de remboursement, il ne regarde pas ma dette globale. Et ça, personne n'en parle. Et au niveau des médias, il y a un consensus qui est fait. Et ce chiffre 90% fait peur à tout le monde, alors que si on le ramène à la capacité de remboursement de la France, la capacité annuelle, le pourcentage est beaucoup moins élevé. Merci. Je vais répondre sur la question de la LGV. Merci d'avoir posé cette question. Je vous ai répondu, en effet, et je vous ai répondu sur la base de ce qu'on prône à Nouvelle Donne, c'est le bon sens, et de redonner la parole aux citoyens, notamment par la question du référendum. Je vous ai répondu, pas par une opposition, par une solution. La solution de pouvoir dire ce que vous souhaitez localement et sur le tracé, en termes de transport, en termes de facilité de communication, et si vous considérez que ces projets sont inutiles, et je le pense, mais c'est aux citoyens de le dire, si ce projet de LGV est complètement inutile et complètement fou et faramineux, puisqu'il ne donnera même pas une minute de plus entre Bordeaux et Bayonne, ce qui est complètement fou. Donc les voies actuelles sont largement utilisables et on peut les rénover pour que ça puisse fonctionner, mais on fait parler l'intelligence collective. À Nouvelle Donne, on ne prend pas les décisions tout seul, et je vous ai répondu dans ce sens, c'est-à-dire que nous prenons un référendum pour tous ces grands projets d'infrastructure qui sont des projets de société, qui sont des projets pour faire circuler les gens, les flux de transport, d'informations, de marchandises, et nous devons apporter une réponse citoyenne sur ces grands projets qui ont un impact incroyable sur l'impôt locaux, sur plein de choses comme ça. Je me souviens encore, puisque j'ai travaillé au Conseil Général, Monsieur Lasserre à l'époque disait « Nous on ne paye pas pour voir, on attend de voir ce que vous voulez faire et on ne mettra pas un chèque sur la table ». Quand les socialistes sont arrivés, Monsieur Labazé, sous la gouverne de Monsieur Rousset, a fait le gros chèque de 70 millions. 6 mois plus tard, on lui disait que la LGV jusqu'à Bayonne, ça n'irait certainement pas jusqu'à Bayonne et qu'on s'arrêtera à Bordeaux. Donc vous paierez certainement une grosse portion de quelque chose qui ne viendra même pas chez vous. Donc le citoyen doit reprendre le pouvoir sur ces grandes décisions d'infrastructure. Vous devez pouvoir décider si vous voulez avoir 5 minutes de plus ou de moins pour faire Bordeaux-Bayonne ou Bayonne-Paris. C'est à vous de décider, et le référendum, avec son côté pédagogique, et c'est là où des associations comme le CAD ont des rôles fondamentaux pour expliquer aux gens ce qu'il est en train de se faire, et c'est là où vous pouvez avoir une force de frappe importante. Donc sur la LGV, le référendum, sur tous les grands projets d'infrastructures sociétaux, on doit pouvoir dire oui ou non, et ça ne doit pas être une discussion entre un élu qui a un peu d'argent et qui décide de le mettre là où il veut avec d'autres intérêts particuliers. Sur l'OMC, parmi les mesures qu'on envisage et dont il faudra qu'on discute, puisque je pense qu'on est vraiment dans cette orientation-là, il est clair qu'actuellement, de nombreux pays ont signé les accords de l'OMC et ne les appliquent pas. Et donc, en conséquence, nous, on envisage de faire payer le différentiel social et environnemental pour non-respect des traités internationaux qui ont été signés par les pays. C'est-à-dire que pour rentrer à l'OMC,
tous les pays ont dû signer les conventions de l'OIT qui ont été ratifiées auparavant. Et actuellement, il y a de nombreux pays qui sont très très loin d'être conformes à ces conventions qui avaient été validées internationalement. Plus globalement, je dirais que de notre côté, on a un projet qui est très très proche de l'engagement de responsabilité sociale et environnementale tel qu'envisagé globalement au niveau international. Et je crois qu'on est peut-être le seul parti qui va essayer de fonctionner sur cette base, c'est-à-dire en donnant la parole aux parties prenantes, c'est-à-dire aux citoyens, aux gens qui sont concernés par les sujets. Et actuellement, je pense qu'il y a assez peu de partis qui est dans cette situation. Bonjour, concerne le traité transatlantique, ou le TAFTA, dont peut-être certains ont entendu parler. Pour ceux qui ne sont pas au courant, c'est un grand projet d'accord de libre-échange entre les États-Unis et l'Europe, qui évidemment a pour but de booster la croissance, toujours la croissance, de créer des emplois et de booster aussi l'économie. Ce sont des projets qui, sur le papier, sont très très beaux et très optimistes, mais qui ne sont pas tout à fait réalistes. Mais surtout, ce serait une atteinte à la démocratie monstrueuse, puisque d'abord, ça se traite dans le dos des pays, et ce serait au détriment de beaucoup d'avancées sociales et de réglementation phytosanitaire, par exemple. Donc, on nous fait croire, la Commission européenne laisse croire que ce traité ne changera absolument rien à nos vies, sauf que dans la réalité, c'est pas du tout tout à fait ça. Il semblerait que les lois, tout ce qui est loi en vigueur dans les pays, ne seraient absolument pas mises en cause. Or, dans la réalité, c'est faux, puisqu'il y a même déjà il y avait déjà dans la Constitution de 1958 l'article 55 qui prévoyait qu'en cas de traité bilatéral, eh bien, tout ce qui serait ratifié par le traité serait supérieur aux lois déjà en vigueur. Donc déjà, on nous ment. Et puis, ensuite de ça, il y a une chose très très grave qui se passe, qui serait projetée dans cet accord, c'est ce qui serait, en cas de différend entre les entreprises et les États, eh bien, les entreprises auraient la possibilité d'aller devant des tribunaux créés spécialement à cet effet, c'est-à-dire des tribunaux privés, pourraient attaquer les États pour un peu tout et n'importe quoi. Et c'est déjà le cas aux États-Unis, au Mexique et au Canada, qui ont déjà ratifié un accord qui s'appelle l'ALENA. Donc il y a des milliards déjà de dollars qui sont demandés en règlement de dédommagement. Et pour ce qui est chez nous, eh bien, il y a déjà des cas comme ça. Par exemple, en France, aujourd'hui, si on peut dire, la compagnie SOL a attaqué l'État français et lui demande des millions de dommages et intérêts parce qu'on lui interdit de faire de la prospection pour du gaz de schiste dans la Marne. Le forage du gaz de schiste est actuellement interdit. Et bien donc cette firme qui n'a pas encore planté un clou demande des millions de dommages et intérêts. Il y a aussi la firme Bayer qui attaque la Commission européenne au motif qu'on a suspendu l'utilisation d'un pesticide qui a tué des millions d'abeilles. Elle estime que c'est pas normal, que c'est injuste, donc elle demande 10 000 euros d'astreinte par jour en attendant qu'on lui rétablisse le droit d'utiliser. En Allemagne, eh bien, il y a une firme suédoise qui attaque, une firme qui produit de l'énergie, qui donc attaque le gouvernement allemand. Elle lui réclame 3,7 millions d'euros parce que l'Allemagne étant sortie du nucléaire, eh bien, elle va avoir un manque à gagner. Enfin, elle estime qu'elle va avoir un manque à gagner. Donc ça, ce sont des cas concrets qui se passent aujourd'hui et le traité n'est pas encore ratifié, donc vous pouvez imaginer ce que ce sera si jamais il l'est. Donc, autant vous dire que nous devons être totalement contre ce projet. Quand Frédéric, tout à l'heure, la première intervention, disait qu'on était dans une époque de délire, c'est quand même effectivement du délire qu'une entreprise privée puisse attaquer un État. Imaginez Procter & Gamble qui fasse un procès à l'Allemagne en disant « vous êtes en train de créer un salaire minimum, ça va diminuer ma rentabilité ». C'est quand même du délire. Franchement, je ne suis pas un gauchiste, j'ai travaillé 11 ans chez Arthur Andersen, je comprends que les entreprises aient besoin de se développer, qu'elles aient besoin de faire du profit, que les actionnaires prennent des risques. On n'est pas du tout pour l'euthanasie des actionnaires, mais de voir qu'une entreprise privée peut attaquer un État parce que l'État veut protéger les abeilles ou que l'État veut créer un salaire minimum, c'est quand même du non-sens. Je pense effectivement qu'on marche sur la tête et qu'il est temps de remettre d'aplomb ce que 30 ans de dérégulation ont mis sans dessus-dessous.
Alors je réponds rapidement sur le SMIC en Allemagne, quand vous dites, monsieur, que le patronat allemand se défend, c'est normal. Hein. Ils ont pris l'habitude les actionnaires ont pris l'habitude de se goinfrer, ils ont encore 3 mois pour se faire entendre, tant que la loi n'est pas passée, ils sont dans leur rôle. En France, à chaque fois qu'on a baissé le temps de travail, on nous a expliqué que c'était une catastrophe. Quand l'Église et la CGT se sont mis d'accord pour demander la semaine de 6 jours, ils ne savaient pas précisément, il y avait l'Église et la CGT, pour passer de 7 jours à 6, il a fallu une grande coalition. Ils n'étaient pas très précis sur ce qu'ils feraient le dimanche matin, parce que l'Église et la CGT avaient des occupations différentes de samedi et dimanche matin, mais ça veut dire que parfois on peut rassembler large, et déjà le patronat a expliqué que si on travaillait un jour de moins, ça ne marcherait pas, que les usines ne pourraient pas que les mecs allaient se mettre à boire le dimanche, et que le lundi, ils ne pourraient plus travailler. Finalement, la plupart d'entre nous, on boit un petit coup le dimanche, mais ça reste raisonnable, et même on est passé à 2 jours, et même on a mis des congés payés. Quand il y a eu les congés payés en France, pour vous dire que les arguments du patronat pour dire que si on fait un progrès social, ça va détruire la compétitivité, ça va être la catastrophe. Le Figaro, quand il y a eu on était le seul pays d'Europe où il n'y avait pas de congés payés. Mais le Figaro a titré « La France ivrogne ». Si on met 2 semaines de vacances pour les ouvriers, ils vont passer leur temps à boire comme des trous. Un autre argument, c'est les ouvriers vont partir au bord de la mer, ils ne reviendront pas. Finalement, si, la plupart, ils ont appris à nager, ils reviennent quand même, voilà. Donc l'argument que si on crée un salaire minimum, ça va détruire l'emploi, non. Et pourquoi est-ce que Merkel a mis en place le salaire minimum? C'est parce qu'elle a été bloquée politiquement, voilà, elle a été bloquée, elle n'avait pas le choix. Et c'est aussi parce que les ventes de voitures ont reculé de moins 7% sur le territoire allemand. On sait très bien de baisser les salaires pour être compétitif, mais être les plus riches du cimetière et les plus compétitifs du cimetière n'est pas la solution. Même du point de vue bêtement économique, il y a une souffrance sociale en Allemagne quand des millions de gens vivent avec 800 € ou 700 € par mois, mais même du point de vue bêtement économique, à force de ne pas distribuer de salaire, les ventes de voitures sur le territoire allemand ont baissé de moins 7. Donc ça fait réfléchir. Ils ne peuvent pas tous compter sur les exportations. Si tous les pays font comme l'Allemagne, même les exportations vont se planter. Donc voilà pourquoi le patron du patron est dans son rôle. Il a encore 3 mois avant que la loi soit adoptée par le Bundestag, mais il ne faut pas trop s'inquiéter. Ça va plutôt créer des emplois si tout le monde a de quoi vivre décemment avec son travail. Ce que vous dites sur le Canada, monsieur, le système qu'on propose est quand même plus efficace puisqu'on maintiendrait 95% du revenu. Et on montre, chiffre à l'appui, compris avec des économistes indépendants de Nouvelle Donne comme Patrick Artus, que notre truc est équilibré. À la fin du dernier bouquin que j'ai fait avec Michel Rocard, il y a 3 pages incompréhensibles pour être poli par n'importe qui normal, mais Patrick Artus montre que c'est tout à fait équilibré ce qu'on propose, soit pour financer la semaine de 4 jours pour créer des emplois, soit pour éviter des licenciements. Ce qu'on propose, on peut effectivement maintenir 95% du revenu, c'est pas la même chose que maintenir 87%. C'est quand même nettement mieux de ne perdre que 5% ou 3% de son revenu. Sur la question de l'OMC, tu y as répondu, Dominique, mais c'est vrai que par exemple, la Chine a signé 22 conventions sociales avant de rentrer à l'OMC. Officiellement en Chine, personne ne travaille plus de 44 heures par semaine. Ils ont signé la convention sur la semaine de 44 heures, la convention sur la journée de 8 heures, le droit à un salaire décent, le droit à un logement décent. Ils ont tout signé. Il y a des bouquins qui est au fond, vous voyez la courbe, c'était sur le site de Nouvelle Donne, vous voyez l'évolution des salaires en Chine. Ils ont monté les salaires, ils ont signé plus de conventions que l'Angleterre et les États-Unis. Et puis le discours de Clinton qui dit c'est bon, la Chine peut rentrer à l'OMC, et à partir de ce moment-là, il rentre une stratégie de dumping. Donc ils baissent les salaires, ils ne respectent aucune règle ni sociale ni environnementale. Donc l'Europe a le droit de se protéger, c'est pas un scandale, le protectionnisme, c'est comme le cholestérol. Il y a un bon cholestérol et un mauvais cholestérol, et il y a un bon protectionnisme, un mauvais protectionnisme. Il y a un protectionnisme qui est agressif et qui mène à la guerre, mais par contre nous ce qu'on dit c'est que l'Europe pourrait dire vous avez 3 ans à la Chine, on est la première puissance mondiale quand même. Il faut qu'on arrête de se flageller, la première puissance économique, même si on n'est que 8 ou 9 pays, si on redémarre, si on fait une avant-garde juste à 8 ou 9 pays, on a fait le calcul avec les pays qui ont signé pour la taxe Tobin, là, on a la même population que les États-Unis, on a 1,5 fois le PIB de la Chine, 150%. Donc même si on recommençait une avant-garde européenne qu'à quelques-uns, on est la première puissance économique mondiale. Donc on peut dire qu'on ne se laisse pas faire. Il ne s'agit pas d'un protectionnisme agressif. La Chine a des énormes problèmes sociaux en ce moment, il y a déjà 20% de chômage et la bulle immobilière est en train de péter, donc on ne va rien faire pour aggraver leurs problèmes, mais ça ne veut pas dire qu'on doit être naïf. Et l'Europe pourrait dire à la Chine, vous avez 3 ans pour respecter les règles sociales que vous avez signées. On vous donne 3 ans pour respecter la semaine de 44 heures, le droit à un logement décent, le droit à un salaire décent, et si dans 3 ans vous ne le faites pas, ce que dit Dominique, on mettra des protections à nos frontières, et les produits quand ils arriveront en Europe seront taxés, et l'argent, c'est de l'argent qui sera dans une cagnotte qui est dû aux salariés chinois. Donc on n'est pas dans une logique de conflit, on est dans une logique de faire respecter les droits sociaux et les droits environnementaux sur l'ensemble de la planète. Le problème, c'est pas seulement le Made in France, c'est le Made in social. On veut que tout le monde puisse vivre de son travail. Un salarié, un artisan ou un paysan en France, mais aussi un salarié ou un paysan en Chine, ou un salarié ou un paysan dans les pays du Sahel. Si tout le monde doit pouvoir vivre de son travail, ça a été le cas pendant des décennies, il n'y a aucune raison que le capitalisme foute tous ces équilibres en l'air.
Régis qui disait que la dette est à 90%, oui, on essaie de nous faire flipper. En même temps, tu l'as dit, on ne peut pas continuer à augmenter la dette, le déficit n'est pas la solution, laisser filer les déficits n'est pas la solution, mais il ne faut pas non plus flipper, effectivement, avoir une dette publique à 90% du PIB, on a les moyens de la rembourser, on a les moyens de la mettre au frigo, si on la finance à 1%, c'est tout à fait faisable. Dernier point, non, je crois que j'ai répondu à tout, donc on redonne la parole à la salle. Pardon, sur les lobbies, eh bien, Isabelle Attard vous explique que quand elle n'accepte aucun cadeau, c'est notre députée, on en a qu'une, mais c'est elle qui a introduit l'autre jour chez Élise Lucet, on voyait, ça s'appelle comment, complément d'enquête ou cache investigation, on voyait que c'est Isabelle qui a introduit une caméra cachée dans le restaurant chez Françoise, qui est à côté de l'Assemblée, où les lobbies recevaient les députés. Et donc les députés partaient comme des lapins, on voit une image d'un gars, on dit vous êtes député, non, pas moi, pas du tout, alors qu'il était, tout le monde le reconnaissait, c'était un bon vieux député UMP. Donc Isabelle, non seulement refuse les cadeaux, elle reçoit tout le monde. Elle dit que des lobbies, après tout, la Fondation Abbé Pierre est un lobby, à nos yeux il travaille pour le bien commun, mais c'est une... Voilà. Donc elle dit qu'elle peut recevoir tout le monde, que tout le monde a le droit de venir dans son bureau, mais qu'elle n'accepte aucun cadeau. Même le cadeau au début c'est juste une écharpe, et si vous acceptez l'écharpe, on vous donne un truc plus important, et puis on vous propose un week-end de travail aux îles Maurice. L'année suivante c'est une semaine de travail avec vos conjoints et vos enfants dans l'île Maurice. Donc elle refuse tous les cadeaux, elle les renvoie à l'expéditeur, mais elle reçoit tout le monde, que ce soit les mouvements de chômeurs ou les mouvements de banquiers, elle reçoit tout le monde, mais elle prend ses décisions en conscience et de façon transparente. Et la première chose qu'a fait Nouvelle Donne, avant de travailler sur le programme, c'est une charte éthique. On est très heureux qu'il y ait des fondateurs d'Anticor, l'association anticorruption, qui soient parmi nos fondateurs, et Eric Alt, qui est numéro 3 en Ile-de-France, est un des fondateurs d'Anticor. Et donc la première chose qu'on a fait, c'est une charte éthique, et chez nous, la valeur de contrat. Donc ça veut dire que si Joseph, qui est député européen, ne respecte pas la charte éthique, ou si moi, qui suis peut-être un jour député européen, ne respecte pas la charte éthique, on peut nous faire un procès. On a notre charte à valeur de contrat. Alors, par exemple, ceux qui avaient signé pour le non-cumul, vous savez, il y a plein de gens qui avaient dit si je suis député, je refuse le non-cumul, mais ça n'a pas valeur de contrat. Donc Anticor a voulu les attaquer en justice, mais la justice a dit non, c'est un papier, ça n'a que nous, notre charte éthique, la Nouvelle Donne, est la valeur de contrat. Et nos décisions, Joseph l'a dit, savoir avec qui on siégera au Parlement européen, ou quel président la Commission soutiendra, on dira toutes les semaines où est-ce qu'on en est des négociations, et c'est un vote des adhérents le 10 juillet qui dira avec qui on siège. Donc on a vraiment la volonté, ce que fait Isabelle Attard, les 130 000 euros de sa cagnotte parlementaire, la plupart des députés décident tout seuls et de façon totalement opaque où vont ces 130 000 euros. Isabelle, c'est de façon totalement transparente, et c'est pas elle qui le décide, ni même ses copains. Elle a tiré au sort 9 citoyens, ils ne sont même pas forcément votés pour elle. Elle demande chaque année quels sont les citoyens qui veulent gérer les 130 000 euros. Elle tire au sort, et c'est 9 personnes tirées au sort qui, de façon totalement transparente, disent ce qu'on fait. Donc ça peut peut-être vous prouver qu'à chaque étape, on sait qu'on est dans une période où beaucoup de gens pensent que tous les politiques sont pareils, que tous les politiques sont pourris, et Nouvelle Donne, on voudrait montrer à chaque étape qu'on est un peu différent. Et aussi, la première chose qu'on a faite, c'est la charte éthique. Et aussi, quelque chose qui est important, c'est que la plupart des fondateurs ne sont vraiment pas là pour faire carrière. Et même on a eu du mal à ce que quelques-uns soient candidats. Leur but est vraiment de faire bouger les choses. La plupart d'entre nous, on est issus du monde associatif, on a des combats sur les questions d'environnement, sur les questions d'éducation, sur les questions nord-sud, et notre but est de faire bouger les choses et absolument pas de faire carrière ou de s'en foutre plein des poches. Donc on va s'arrêter parce qu'il y en a qui ont faim et qui partent. Donc dans 5 minutes, on a tous ceux qui ont faim restent 5 minutes encore et on va manger tous après. Ouais, Wilfried, c'est pas une question, c'est juste un point sur lequel j'aimerais que vous finiez, parce que vous aborderiez, j'ai lu la volonté de créer l'Eurofront. On n'a pas du tout parlé, j'aimerais savoir ce qu'il y a derrière cette volonté, cette idée-là de la donne. Voilà. Oui, bonjour Patricia. Il y a un truc que je n'ai pas compris. Il semble que le parti Nouvelle Donne se soit formé en novembre 2013, oui. Et vous avez déjà un député européen, donc j'aimerais que vous m'expliquiez. Et deuxième question, quelle est la position que vous avez par rapport au RMA, si vous avez une position sur ce sujet-là, le revenu maximum autorisé? Merci. Sur l'euro-franc, c'est une proposition innovante de Nouvelle Donne, non pas pour dire qu'on va sortir de l'euro, mais pour dire qu'aujourd'hui il y a une énorme captation de l'argent par les marchés financiers et qu'on est bloqué aujourd'hui par la BCE, qui est la seule entité qui peut produire de la monnaie et qui la produit pour les banques, qui elles-mêmes la redonnent aux États et aux citoyens avec des crédits, des taux d'intérêt, etc. À Bayonne, on a la chance d'avoir le SCHCO. Vous connaissez, une monnaie à parité fixe, une monnaie locale. Et on est parti de ce constat qu'il faut que la monnaie serve à l'économie réelle et non pas à l'économie financière. Donc,
Il faut que cette monnaie irrigue le tissu économique, et aujourd'hui on est bloqué par les traités et on est bloqué avec cette BCE. D'ailleurs on a une position plutôt claire sur cette BCE, il faut que cette BCE soit sous tutelle du Parlement et ne puisse pas faire ce qu'elle a envie de faire. C'est un autre problème. Par contre il y a un flou, c'est-à-dire que la Banque de France aujourd'hui ne peut pas produire d'euros, ne peut pas faire marcher la planche à billets, c'est une fonction régalienne d'un État de battre la monnaie, mais par contre elle peut éventuellement créer une autre monnaie à côté, une monnaie à parité fixe, 1 euro égale 1 euro franc, une monnaie non utilisable pour les achats de biens immobiliers, non utilisable pour des placements financiers, qui est non convertible dans d'autres États, donc une monnaie qui sert aux citoyens, 150 euros francs qui sont versés chaque mois sur le compte des résidents français pour redonner de l'oxygène à tous les citoyens français dans cette société qui va mal. Donc 150 euros francs que vous pourrez utiliser pour faire vos courses, pour acheter des biens de consommation du quotidien. Le Schco, moi quand je vais dans un petit marché à Bayonne, je suis content de payer avec, et je ne me pose même pas la question de savoir si j'ai des euros ou des Schco, je paye avec ce que je peux, et ça pose aucun problème. On nous dit vous allez créer de l'inflation, on est en pleine déflation, on est dans un processus déflationniste. Donc si on peut recréer ne serait-ce qu'1% d'inflation, ça va redonner une dynamique, et on va relancer cette consommation de biens, ce que disait Pierre tout à l'heure sur le recul de la consommation de biens alimentaires, c'est assez incroyable. Donc on pourrait réutiliser cette monnaie au quotidien pour redonner de l'oxygène. C'est une proposition transitoire, provisoire, pour redonner un peu de pédagogie sur la monnaie. La monnaie actuellement, quand une banque vous fait un prêt, elle n'a même pas 15% de ce qu'elle vous prête sur ses fonds propres. C'est de la monnaie scripturale, donc une monnaie écrite qui n'a valeur que de ce qui est écrit dessus. Donc la monnaie, elle doit être au service de l'économie réelle, elle doit être au service du citoyen et non au service des marchés financiers pour faire de la rentabilité au quotidien. Donc, cette proposition innovante, on pense que ça peut faire tache d'huile en Europe, sur d'autres pays, pour rééduquer les citoyens sur ce que doit être la monnaie et comment elle doit fonctionner. Cet euro franc, cet euro, peu importe le nom, on peut faire un référendum sur le nom de l'euro franc, mais en tout cas, c'est une monnaie supplémentaire qui servira au quotidien à chaque citoyen français pour aller un peu mieux dans sa vie et pouvoir consommer ce dont il a besoin.